5 actions françaises sur lesquelles vous devriez éviter d'investir en 2026. Cette vidéo est la troisième d'une série dans laquelle je partage mon avis sur les plus grandes sociétés françaises, basée sur ma propre notation qui examine 26 ratios financiers. Mais également, je vais vous transmettre pour chacune des sociétés 3 raisons précises pour lesquelles il serait judicieux de ne pas investir en 2026. Vous êtes prêts pour la première entreprise? C'est parti. Alors, on commence avec une fierté nationale, l'entreprise Michelin, qui conçoit et fabrique des pneus pour tout type de véhicules et propose également des services numériques et des guides. Tout le monde aime Michelin. C'est l'innovation, c'est la qualité et c'est une marque mondiale surpuissante. Et pourtant, sa note est de 5,9 sur 10. On frôle le 6. Mais on n'y est pas. Alors pourquoi je n'achète pas Michelin en 2026, malgré la qualité de ses produits? Voici 3 raisons. La raison numéro 1 est une intensité capitalistique, CAPEX, dévorante. Michelin est l'exemple type de l'industrie lourde de haute technologie. Pour fabriquer le meilleur pneu du monde, il faut des usines de pointe, des moules coûteux, de la R&D permanente. Et dans le bilan, cela se voit immédiatement. Le CAPEX, donc les dépenses d'investissement, engloutit une partie énorme du cash flow opérationnel. Concrètement, Michelin doit réinvestir sans cesse juste pour maintenir ses parts de marché. C'est une course sans fin. Et contrairement à une entreprise de logiciels ou de luxe qui peut augmenter ses ventes sans construire de nouvelles usines, Michelin doit dépenser des milliards pour produire plus. Et pour l'actionnaire, c'est mécaniquement moins de cash flow disponible, du free cash flow à la fin de l'année. La raison numéro 2 est un manque de pricing power face au volume. Michelin a du pricing power, c'est vrai. Ils vendent leurs pneus plus cher que les concurrents chinois ou coréens, tels que Hankook ou Kumho. Mais il y a des limites. En période d'inflation ou de ralentissement économique, scénario très plausible pour 2026, le consommateur regarde son portefeuille. Et payer 30% plus cher pour des pneus Michelin devient un luxe que beaucoup ne peuvent plus se permettre. On observe alors un effet de ciseau. Soit Michelin baisse ses prix et rogne ses marges, soit Michelin maintient ses prix et perd en volume. Et dans les deux cas, la croissance du bénéfice par action est bridée. On est sur une croissance molle, souvent inférieure à 5% par an. Et la raison numéro 3 est l'exposition au secteur automobile cyclique. Même si Michelin essaie de se diversifier, matériaux composites, hydrogène, services, le cœur du réacteur reste la vente de pneus. Or, le marché automobile mondial est saturé. En Europe et aux États-Unis, le parc automobile ne croît plus. Certes, les véhicules électriques usent les pneus plus vite, ce qui est bon pour Michelin, mais la cyclicité du secteur reste un danger. Si les constructeurs automobiles, Renault, Stellantis, etc., vendent moins de voitures neuves en 2026, Michelin va souffrir également. C'est une action qui reste donc trop corrélée à la santé économique mondiale. Donc, en conclusion sur Michelin, c'est une entreprise bon père de famille par excellence, très bien gérée par Florent Menegaux, mais à 5,9 sur 10, c'est une action qui vous protégera peut-être, mais qui ne vous enrichira pas massivement. C'est donc une entreprise à éviter. On continue avec un autre géant, Sodexo, leader mondial des services dans le domaine de la restauration collective et de la gestion des bâtiments. Sa note est de 5,95 sur 10. On touche presque la barre des 6. Alors pourquoi Sodexo reste une action à éviter pour 2026? Voici 3 raisons. La raison numéro 1 est la faiblesse structurelle des marges nettes. C'est le gros point noir du secteur. Faire à manger pour des milliers de personnes ou nettoyer des bureaux, c'est une activité à très faible valeur ajoutée unitaire. La marge nette de Sodexo tourne historiquement autour de 2 à 3%. C'est extrêmement faible. Cela signifie qu'il n'y a aucun droit à l'erreur. Si le prix des tomates ou du bœuf augmente de 10% à cause de l'inflation, et que Sodexo ne peut pas répercuter immédiatement cette hausse sur ses clients, à cause de contrats longs, eh bien, la marge nette s'effondre. Et en 2026, la volatilité des prix alimentaires restera un risque majeur qui pèse sur la rentabilité. La raison numéro 2 est l'impact durable du télétravail. Le monde a changé depuis 2020. Le télétravail est devenu la norme. 2 ou 3 jours par semaine dans le tertiaire. Moins de gens au bureau est égal moins de gens à la cantine. C'est mathématique. Sodexo a dû se réinventer, mais le volume de repas servis dans le secteur entreprise ne reviendra probablement jamais au niveau de 2019. C'est donc une perte de chiffre d'affaires structurelle. L'entreprise doit courir après la croissance en faisant des acquisitions ou en se diversifiant, ce qui est toujours plus risqué que la croissance organique. Et la raison numéro 3 est un coût de la main-d'œuvre. Sodexo emploie plus de 400 000 personnes. C'est l'un des plus gros employeurs français dans le monde. Dans un contexte inflationniste, où les salaires minimums augmentent, la masse salariale explose. Et comme les marges sont déjà fines, chaque hausse de salaire rogne directement sur le bénéfice. Sodexo est une entreprise de main-d'œuvre.
pas une entreprise de technologie. L'effet de levier opérationnel est donc très difficile à activer. De plus, la cession de l'activité Ticket Restaurant a retiré du groupe la partie la plus rentable et la plus génératrice de cash. Et ce qui reste, la restauration sur site, est la partie lourde. Donc, en conclusion sur Sodexo, une note de 5,95 sur 10 reflète une gestion sérieuse dans un secteur ingrat. Pourquoi investir dans une entreprise qui doit se battre chaque jour pour garder 2% de marge, quand d'autres entreprises en font 25% en dormant? Donc, c'est une entreprise à éviter. Nous continuons avec ADP, Aéroport de Paris, qui gère et exploite les aéroports parisiens, Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget, et possède des participations dans des aéroports à l'international, en Turquie et en Inde notamment. Sa note est de 5,98 sur 10, à deux doigts du 6. C'est typiquement l'action qu'on garde en fond de portefeuille en se disant « les gens voyageront toujours ». Alors pourquoi je dis attention pour 2026? Voici 3 raisons. La raison numéro 1 est la tutelle de l'État et la régulation tarifaire. ADP n'est pas maître de ses tarifs. C'est une entreprise régulée. Elle doit renégocier avec l'État des contrats de régulation économique pour fixer les redevances aéroportuaires, ce que paient les compagnies aériennes pour atterrir. Si ADP veut augmenter ses prix pour financer ses travaux ou augmenter ses profits, les compagnies aériennes hurlent, et l'État arbitre souvent en faveur de la modération. Donc, si vous êtes actionnaire d'une boutique où c'est le gouvernement qui décide du prix de vente, ce n'est jamais bon pour la rentabilité maximale. De plus, la possible taxation du secteur aérien, taxe kérosène, billets d'avion, pour des raisons écologiques, menace directement les volumes de trafic. La raison numéro 2 est une dette lourde et des capex obligatoires. Un aéroport, ça coûte une fortune à entretenir. Pistes, terminaux, sécurité, bagages. La dette d'ADP est structurellement élevée. Et le problème avec 2026, c'est la mise aux normes environnementales. ADP doit investir massivement pour décarboner ses aéroports. Hydrogène, électrique au sol, géothermie. Ces investissements sont nécessaires politiquement, mais ils ne rapportent pas forcément de cash supplémentaire immédiat. C'est du capex défensif, et cela pèse énormément sur le cash flow libre. Et la raison numéro 3 est un risque politique sur les volumes. On entend de plus en plus parler de la fin des vols courts, de la honte de prendre l'avion. Orly est déjà plafonné en nombre de mouvements, Roissy ne peut pas s'étendre à l'infini, et contrairement à une entreprise de luxe qui peut vendre plus de sacs partout dans le monde, ADP est contraint physiquement et légalement. La croissance des volumes à Paris est donc limitée. Le relais de croissance est à l'international. Mais cela expose le groupe à des risques géopolitiques, en Turquie et en Inde, et de change qui diluent la stabilité de la société parisienne. Donc, en conclusion sur ADP, c'est un actif immobilier de trophée, mais c'est un investissement boursier moyen. Avec 5,98 sur 10, vous achetez de la pierre et du béton sous contrainte étatique. Il y a mieux à faire pour faire fructifier votre épargne, donc c'est à éviter. Là, on change de catégorie. On passe la barre des 6 avec l'entreprise Sartorius Stedim Biotech, un fournisseur d'équipements pour l'industrie biopharmaceutique. Sa note est de 6,31 sur 10. C'était la chouchoute des investisseurs croissance pendant le Covid. L'action a atteint des sommets avant de s'effondrer violemment. Pourquoi faut-il l'éviter en 2026? Pour 3 raisons. La raison numéro 1 est un traumatisme du déstockage post-Covid. Pendant la pandémie, tous les labos du monde, Pfizer, Moderna, etc., ont commandé des stocks énormes de matériel Sartorius par peur de la pénurie. Résultat, depuis 2023-2024, ces clients vident leurs stocks et ne commandent plus. Le carnet de commandes de Sartorius a fondu. En 2026, on espère une normalisation, mais la confiance est brisée. On s'est rendu compte que la croissance n'était pas infinie et linéaire. La visibilité sur le carnet de commandes est devenue floue, et pour un investisseur fondamental, le manque de visibilité est un vrai red flag. La raison numéro 2 est une valorisation encore exigeante. Même après la chute du cours, Sartorius Stedim reste une action chère en termes de multiples, de PER. Elle se paie souvent 30 ou 40 fois les bénéfices, car le marché parie sur un retour à une croissance à 2 chiffres. Mais à ce prix-là, la moindre déception, le moindre trimestre moyen en 2026 sera sanctionné par une baisse de 10 ou 15% en une séance. Investir sur Sartorius aujourd'hui, c'est parier sur un scénario parfait de reprise. Or, la méthode Allard privilégie la marge de sécurité. Et ici, il n'y en a pas assez. Et la raison numéro 3 est un ralentissement du financement des biotech. Qui sont les clients de Sartorius? Les grands labos, mais aussi une myriade de petites biotech innovantes. Ces petites biotech vivent de levées de fonds. Avec les taux d'intérêt élevés, qui resteront probablement entre 3 et 4% en 2026, l'argent gratuit n'existe plus. Le financement du secteur biotech s'est tari.
Et moins d'argent pour les biotech est égal moins d'achat de matériel Sartorius. C'est un vent contraire macroéconomique qui risque de durer plus longtemps que prévu. Donc, en conclusion sur Sartorius, c'est une très belle boîte, notée à 6,31 sur 10, mais le timing est incertain. C'est un couteau qui tombe ou qui rebondit mollement. Je préfère attendre que la purge soit totalement terminée et que la valorisation redevienne raisonnable avant d'y toucher. C'est donc une entreprise pour moi à éviter. On termine avec la société Accor. 6e groupe hôtelier mondial, il possède des marques allant de l'économique Ibis Formule 1 au très grand luxe Raffles, Sofitel, Fairmont. Sa note est de 6,34 sur 10. On est clairement dans le vert pâle. C'est une entreprise assez bien, mais est-ce une entreprise d'avenir pour votre PEA en 2026 ? Pas forcément, et pour 3 raisons. La raison numéro 1 est une hypersensibilité au cycle économique, avec un bêta très élevé. L'hôtellerie est le premier budget qu'on coupe quand ça va mal. Que ce soit les voyageurs d'affaires, les entreprises réduisent les frais de déplacement, ou les touristes, une baisse du pouvoir d'achat. Accor est une valeur cyclique. En 2026, si nous entrons dans une phase de ralentissement économique en Europe ou en Chine, marché clé pour le luxe, le RevPAR, donc le revenu par chambre disponible, d'accord, va stagner ou baisser. Et puisque c'est une action qui amplifie les mouvements du marché, quand la bourse baisse, Accor baisse souvent 2 fois plus vite. La raison numéro 2 est la concurrence des plateformes. Accor se base sur 2 fronts. Airbnb pour l'offre de logements alternatifs, Booking.com et Expedia pour la distribution. Même si Accor a un bon programme de fidélité, une énorme partie des réservations passe par Booking, qui prend une commission grasse au passage, parfois de 15 à 20%. Dans ce cas, Accor perd une partie de sa marge au profit des géants américains de la tech, qui, eux, n'ont pas d'hôtel à gérer. C'est une bataille structurelle où Accor est au final le grand perdant. Et la raison numéro 3 est que le modèle Asset Light a ses limites. Accor a vendu ses murs pour devenir Asset Light, c'est-à-dire un gestionnaire de services et de marques. C'est très bien pour la rentabilité des capitaux, le ROIC, mais cela veut dire que la croissance dépend de l'ouverture de nouveaux hôtels par des partenaires franchisés. Or, avec les taux d'intérêt élevés, construire des hôtels coûte cher. Les investisseurs immobiliers sont plus frileux, et le pipeline d'ouverture de nouveaux hôtels pourrait ralentir en 2026, faute de financement pour les propriétaires des murs. Donc, moins d'hôtels ouverts est égal moins de commissions pour la société. Donc, en conclusion sur Accor, à 6,34 sur 10, Accor est une société correctement valorisée et bien gérée par Sébastien Bazin. Mais cela reste un pari sur la bonne santé de l'économie mondiale. Donc, si vous cherchez de la régularité et de la protection, évitez cette entreprise. Résumons la situation pour 2026 avec nos 5 sociétés. Vous voyez la différence avec les vidéos précédentes ? Ici, on ne parle pas de mauvaises boîtes. On parle d'entreprises qui ont des notes, mentions assez bien. Des entreprises qui ne feront probablement pas faillite, mais posez-vous la question. Est-ce que vous investissez pour ne pas faire faillite ou pour gagner de l'argent ? Si vous voulez une performance moyenne de 15 ou 20% par an, vous ne pouvez pas vous contenter de ces actions médianes. Vous devez aller chercher l'excellence. Vous devez aller chercher des entreprises qui ont du pricing power, des marges élevées, une dette quasi nulle et une croissance structurelle. Et oui, ces entreprises existent. Elles sont notées souvent au-dessus de 8,6 sur 10, soit plus de 17 sur 20 dans ma notation. Pour tout vous dire, j'analyse les états financiers de plus de 1500 sociétés chaque année depuis 2021. Et j'ai clairement identifié quelles sont ces sociétés excellentes, celles qui peuvent, avec une très grande certitude, surperformer le CAC 40 dividendes réinvestis sur le long terme. Donc si vous voulez arrêter de perdre votre temps avec des dossiers moyens comme Sodexo ou Michelin, et que vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir ma stratégie, la méthode Allard. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime pour m'aider à faire grossir la chaîne, et dites-moi en commentaire. Êtes-vous d'accord pour dire que Michelin ou Accor sont des pièges, ou au contraire, est-ce que vous y croyez dur comme fer ? Le débat est ouvert. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo, je vous prépare d'autres analyses de sociétés françaises. C'était Rémi, à bientôt.